Sur les marges du sous-continent indien, le Pakistan, les pays himalayens, le Bangladesh, le Sri Lanka. Et à l'intérieur de cet espace, l'Inde elle-même, dont le nom officiel est Union indienne. L'Union fait 3 300 000 km², c'est quasiment un continent, mais qui s'inscrit assez nettement entre le monde himalayen, qui la sépare de la Chine, c'est sur la chaîne de l'Himalaya que vient buter la mousson, dont les énormes pluies arrosent le nord du pays, à l'ouest, les zones très sèches vers le Pakistan, l'Afghanistan, le Baloutchistan, la plaine du Gange et Calcutta à l'est, et puis le plateau du Décan, plus au sud. Le pays fait presque 1 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé au monde après la Chine, et une carte de densité montre que la moitié de la population se concentre sur la plaine du Gange et sur les côtes. Cette population, ces Indiens, sont donc le résultat du croisement, on l'a vu la semaine dernière, entre les peuples dravidiens, aryens, arabes, turcs, afghans, moghols. Donc, un peuple largement métissé pendant près de 4000 ans. Si on se penche maintenant sur une carte des religions, on constate que 11% des Indiens sont musulmans et 82% sont des hindous. Hindous, à ne pas confondre avec Indiens, qui désignent l'ensemble des habitants de l'Inde. Eh bien, ces deux communautés religieuses sont une des données de base quant aux questions d'identité du pays. La tension entre ces deux communautés religieuses, c'est ça ce qu'on appelle le communalisme. Mais n'oublions pas que l'Inde compte d'autres confessions. 2% de chrétiens, 2% de sikhs, qui sont à l'origine une secte issue de l'hindouisme, qui refuse le système des castes, les jains, les bouddhistes, les parsis. À la difficulté sur l'identité religieuse s'ajoute l'éclatement linguistique. Vous voyez sur la carte les grandes divisions entre les langues indo-européennes au nord, comme le hindi, le bengali, et les langues dravidiennes au sud, comme le tamoul et le telugu. L'Inde utilise en effet 1600 langues et dialectes, 18 langues sont inscrites dans la Constitution. La plus parlée, c'est l'hindi, mais l'anglais demeure presque partout la langue de tout le monde. Donc, pluralité des espaces, pluralité des religions, pluralité des langues, une population très importante, eh bien comment s'en sort l'État indien pour gérer tout cela? D'abord les moyens politiques, disons administratifs. L'Union indienne est un État fédéral avec New Delhi pour capitale. L'Union comprend 25 États fédérés et 7 territoires. Certains de ces États sont vastes comme des pays d'Europe. Par exemple, l'Uttar Pradesh est grand comme l'Italie. Mais cette unité est recherchée constamment par le pouvoir fédéral, le pouvoir central, et souvent ressentie par les périphéries comme un poids centralisateur excessif, un refus de reconnaître les personnalités régionales. Sur les 940 millions d'Indiens, 700 millions vivent en zone rurale. Et l'un des paradoxes de l'Inde, c'est d'être un pays peu urbanisé, avec beaucoup de citadins. L'Inde est avant tout un pays agricole, 65% des actifs sont des agriculteurs, et cette carte fait apparaître les principales zones de culture dans le pays. Au nord-ouest, la culture du blé, au sud-ouest et au centre, la culture des millets, au nord-est et sur les côtes, le riz. Dans certaines régions, ces cultures, bien sûr, se chevauchent, mais cette carte révèle surtout le fonds agricole traditionnel de l'Inde, les sols sur lesquels vivent les Indiens depuis des siècles, et en utilisant la terre abondamment. Il y a peu de réserves de terre, de fronts intérieurs à conquérir, comme il peut y en avoir au Brésil ou au Canada. C'est donc sur ce fond qu'on s'est longtemps posé la question, la terre indienne peut-elle nourrir les Indiens? Agronomes, financeurs, planificateurs indiens ont trouvé, depuis les années 60 à peu près, 2 réponses face à la progression démographique du pays. Première réponse, la qualité des semences. Vous voyez sur la carte ce qu'on appelle les nouveaux greniers du pays. Les États du Punjab, de l'Haryana, de l'Uttar Pradesh occidental, les grands deltas du sud-est sur les fleuves Godavari, Krishna, Ponayar, Kauveri. Eh bien ces lieux ont connu la révolution verte, c'est-à-dire l'introduction de semences à haut rendement, multipliant par 2 la production de blé et de riz par hectare. Deuxième réponse, l'irrigation, dont l'augmentation des réseaux a là aussi permis à l'Inde de prendre à contre-pied finalement les nombreux économistes qui lui prédisaient dans les années 50-60
un avenir de disette, voire un avenir de famine. Maintenant, l'état de l'économie. Les activités économiques se fortifient autour de 3 métropoles qui sont aussi des grands ports. Bombay, avec une forte extension au Gujarat, Calcutta, avec des pointes en développement vers le Bihar et l'Orissa, et Madras. On a là des activités industrielles, tous secteurs confondus, avec dominante dans le textile, l'électronique, l'automobile. Et le virage libéral de 1991 a contribué à porter les taux de croissance autour de 6% par an, et on a aujourd'hui une grande dualité dans l'économie du pays. Économie très agricole, on l'a vu, et un secteur tertiaire en développement, suscitant de plus en plus de délocalisation par des salaires, entre autres, très bas. Par exemple, vous voyez Bangalore, cette métropole du Sud, plus confortable à vivre avec ses 1000 mètres d'altitude, elle est appelée la Silicon Valley indienne. Elle est un petit peu comme une capitale mondiale de la sous-traitance informatique. C'est là, par exemple, que les Européens comme Nestlé ou les Coréens comme Samsung font traiter leur comptabilité. C'est là aussi que se montent les satellites de Indian Space Research Organization, dont l'Inde est un fabricant et un lanceur. L'Inde est à présent la 7e puissance économique de la planète. Bien, le tableau d'un tel pays ne peut évidemment pas être complet en si peu de temps. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que l'Inde est de retour après des années d'économie socialiste que lui avait choisi Nehru et qu'elle a su trouver des solutions à de nombreux problèmes qui se posent de façon récurrente à elle. Alors je n'oublie pas l'alphabétisation insuffisante, ni les dizaines de milliers d'enfants qui meurent chaque année de diarrhée, ni le blocage du système des castes, ni la brutalité de l'armée indienne au Cachemire, ni la recherche identitaire qui rend l'Inde de plus en plus hindoue et de moins en moins laïque. J'ai tout cela à l'esprit, mais je voulais tenir un discours volontairement positif pour bien souligner que ce pays, d'une très grande diversité, n'éclate pas. Il tient debout, il tient le coup, sans éprouver pour autant le besoin de passer à la dictature, sans junte militaire, sans coup d'État régulier, sans parti unique au pouvoir. Eh bien, ce pays étonnant tient face à une population immense. Eh bien, l'Inde, on l'appelle la première démocratie du monde.